Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous lisons à présent le dernier chapitre de notre roman Les Heureux de maman, roman qui nous a tant tenu en haleine, roman plein de tristesse, roman qui nous a fait couler des larmes, roman qui nous a fait penser à ces personnes-là qui sont là, qui vivent quelque part une vie de tristesse, une vie malheureuse, ces personnes qui n'ont personne pour leur venir en main. Ce roman-là nous a fait comprendre un autre point de la vie et nous a fait comprendre que la vie n'est pas seulement de joie, de bonheur, mais il y a aussi la tristesse qui est aussi à côté. Nous lisons. Fritz avait tenu promesse. 2 mois et demi après son voyage, Anthony recevait sa première lettre à laquelle il avait joint une photo de famille. On pouvait y voir Manuel et Irène, sa femme, qui encadraient Fritz et les jumelles. Le sourire sur les lèvres de tous illustrait la joie de vivre et l'harmonie qui régnait au sein de la famille. Anthony n'avait pas détaché ses yeux de la photo depuis presque un quart d'heure. Elle pleurait de joie en voyant son frère si heureux au milieu des siens. « Il a l'air heureux, Anthony ?» demanda la grand-mère assise dans un coin de la cabane, les yeux fixés sur un point invisible. « A-t-il grandi? Est-ce qu'il ressemble vraiment à son père ?» Eureka était réduite à regarder la photo avec les yeux d'Anthony. Cela faisait un peu plus d'1 mois maintenant qu'elle avait perdu l'usage de ses yeux. Sans que l'on comprenne trop comment ni pourquoi, elle était devenue aveugle. Peut-être le problème était-il lié à l'âge, peut-être les nombreux chocs qu'elle avait subis en série depuis quelques mois, la maladie et la mort de sa fille, l'hostilité de son mari, le départ de son Fritzou, les mauvaises conditions de vie. Y était-il pour quelque chose? Oui, grand-mère, il est heureux. Michael avait raison, ils ressemblent beaucoup à leur père tous les trois. On aurait dit des quadruplés. Manuel et ses 3 enfants avaient pratiquement le même visage. En parcourant la photo de long en large, Anthony remarqua autour du cou du droit de Fritz l'alliance qu'elle lui avait remise le jour de son départ. Ce jour-là, elle ne l'oublierait jamais. Il pense donc encore à nous, songea-t-elle les larmes aux yeux en regardant la bague sur la photo. Il ne nous a pas oubliés et il nous garde toujours une place dans son cœur. Ils ont l'air de s'entendre à merveille, grand-mère. Ils sont si beaux à voir et si heureux. Oh, Fritzou, mon Fritzou, je suis si contente pour toi, mon bébé, murmura Erika. Que le Seigneur te garde et te bénisse toujours, Fritzou. Il le fera, grand-mère, il le fera à coup sûr. Anthony était tellement heureuse qu'elle s'était mise à croire soudain à l'existence du Seigneur et comptait même sur ses bénédictions. Et cette Irène a-t-elle l'air contente de Fritzou? Oui, grand-mère. Elle affiche un large sourire en le regardant. La description n'était pas tout à fait exacte, mais il fallait rassurer Erika et Anthony le savait. La pauvre, elle avait vécu tant de malheurs depuis plusieurs années. Anthony était désormais décidé à saisir la moindre occasion de la faire sourire. « Oh, merci Seigneur » murmura la vieille femme. Fritz écrivait dans sa longue lettre qu'il avait le meilleur papa du monde et que ses sœurs étaient d'une gentillesse et d'une sympathie exagérée. Doré n'est ni plus ni moins qu'un paradis. William, Cédric et moi-même attendons avec impatience que vous nous rejoigniez ici l'année prochaine. Fritz et ses sœurs étaient inscrits dans l'une des écoles les plus chics de la ville. Ils habitaient une maison presque aussi grande et aussi luxueuse que la résidence de Jacques Bivat. Fritz s'était fait des amis et le chauffeur l'emmenait où il voulait. Il passait la plupart des week-ends en famille au bord de la mer ou à se promener à travers la ville. Ils allaient voir un film ou passaient un après-midi sur 3 au manège la plupart du temps sans leur père qui était très souvent occupé par son travail. La vie était plus que belle pour Fritz. Anthony chéri, montre donc la photo à Ludovic. Ah oui, Ludovic, où était-il donc passé? Ludovic, il est encore dans la forêt, grand-mère. Je n'aurais jamais dû lui acheter ce ballon. Ludovic n'arrêtait pas de taper dans la balle multicolore qu'Anthony lui avait offerte il y a quelques semaines et il la suivait quelle que soit la direction dans laquelle elle roulait. Il aimait tellement son petit jouet tout rond qu'il ne s'en séparait jamais. Bien souvent, Anthony l'avait retrouvé courant après son ballon à des centaines de mètres de la cabane en plein cœur de la forêt. Elle avait alors voulu le lui reprendre et le cacher, mais sa grand-mère s'y était toujours opposée. « Redonne-lui la balle »
et surveille-le, c'est simple, ordonna-t-elle. Si tu l'empêches d'aller à la rivière derrière ou de trop s'éloigner, tu verras qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Anthony. La jeune fille aurait voulu résister souvent, mais elle non plus ne supportait pas de voir pleurer le petit Ludovic. Anthony ramena bientôt Ludovic et son ballon dans la cabane. Le petit pleurait à tout rompre et Anthony lui tendit la photo qu'il saisit de ses doigts salis par la boue et se tut soudain. A-t-il mangé aujourd'hui, au moins? Oui, grand-mère. Il n'y a pas longtemps, Ludovic regarda silencieusement la photo sur les personnes sur la photo et se mit à rire. Lui aussi avait l'air heureux d'avoir enfin des nouvelles de son frère. Il est beaucoup plus intelligent qu'on ne le croit, grand-mère, remarqua Anthony. Il a reconnu Fritz, c'est incroyable. Bien sûr qu'il est intelligent, mon Ludo, répondit Erika, plutôt fière du bébé. C'est son côté Viaspo. Fit soudain Ludovic en pointant la photo du doigt. Non, Ludovic, ce n'est pas Fritzou. Là, c'est Irène, sa belle-mère, corrigea Anthony en déplaçant le doigt du petit. Fritzou est là, voilà. Fitou. Oui, chérie, c'est Fitou. S'il s'est trompé comme ça, c'est parce qu'il a aussi un côté bivard, plaisanta la grand-mère. Anthony en éclata de rire et Ludovic fit de même, amusant ainsi sa grand-mère. Il était à peine 6 heures du matin, quelques jours plus tard, quand Anthony et sa grand-mère furent réveillés en sursaut par des coups de feu tirés dans la forêt. « Oh non encore !» se lamenta Anthony. « Chut, chérie, tu vas réveiller Ludo, dit Erika. Ne t'inquiète pas, ils n'en ont que pour 1 semaine ou 2 chaque année. La chasse devrait être strictement interdite par ici. Chut, Anthony. » À cette époque de l'année, les riches hommes d'affaires de la capitale se retiraient dans les petits villages les plus cachés afin d'y savourer un peu des frais et prendre du repos. Certains jouaient aux boules pendant que d'autres s'adonnaient à des sports cérébraux ou à la chasse et ceux-là particulièrement, Anthony les détestait fort. Qu'avait-il besoin de chasser toujours si tôt le matin et jamais assez loin de la cabane? Je vais finir par porter plainte, moi. Anthony, oublie donc ces chasseurs et rendors-toi. Comment pourrait-elle dormir au milieu des coups de feu? Anthony aurait volontiers pardonné leur maladresse aux chasseurs, mais quand elle pensait qu'ils chassaient pour le plaisir et non par nécessité, elle souhaitait sans hésiter que leurs balles se retournent contre eux. Les après-midi, Anthony les passait presque tous assises devant la cabane à surveiller Ludovic. Elle aurait pu trouver cela monotone et agaçant, mais quand ils étaient ensemble, Ludovic et son ballon formaient un duo très beau à voir. Cet après-midi-là, Ludovic était particulièrement adorable. Il était en pleine forme et portait des vêtements de sport que sa sœur lui avait offerts 2 jours auparavant. De plus, il devenait très bavard. Anthony s'était levé une trentaine de fois au moins pour empêcher le petit de s'éloigner ou pour lui renvoyer le ballon qui roulait vers elle, ou tout simplement pour le tirer d'un buisson trop touffu ou encore pour aider Ludovic à se relever, mais elle n'en était jamais lasse. « Non, Ludovic, ne va pas là-bas, cria Anthony. Reviens ici, Ludovic. Le petit était décidé à rattraper son ballon et Anthony dut se lever une nouvelle fois pour les rattraper tous les deux. En revenant sur ses pas, elle portait son petit frère à hauteur de poitrine et le murmurait en lui mordillant doucement l'oreille. « Ne sais-tu pas que tu es le seul frère qui me reste? Un lion finira par te dévorer un de ces 4 si tu ne cesses pas de jouer dans la forêt. » Ludovic riait aux éclats en écoutant sa sœur et en sentant ses lèvres douces sur sa petite oreille. Un bruit de moteur déchira soudain l'atmosphère. Un avion passait au-dessus du village. « Fitou !» fit Ludovic en montrant le ciel de son minuscule index recouvert de boue. Après le départ de Fritz, Anthony lui avait expliqué que son grand frère était parti dans un avion comme ceux qui survolaient soudain le village et Ludovic était persuadé que Fritz était dans tous les avions qui passaient. « Fitou !»« Oui, chérie, Fritzou est parti par là, approuva Anthony. « Fritzou a pris un avion comme celui-là, tu as raison. »« Fitou, oui, tu es très intelligent, Ludovic, bravo, bravo, oui, bébé, bravo. » La petite conversation fut interrompue par de nombreux coups de feu qui retentirent soudain dans la forêt. « Ah non, encore ces chasseurs !» se plaignit Anthony. « Ils vont me rendre folle à la fin. »« Pas, s'amusa le petit Ludovic. « Oui, pam, fit la jeune fille. « Toi aussi, ils te rendent fou, n'est-ce pas, Ludovic ?»
demanda-t-elle en posant le bébé au sol sur ses frêles jambes. Ludovic s'amusa paisiblement un moment surveillé du regard par sa sœur aînée. Ils avaient fini par s'habituer au coup de feu qui continuait de retentir au loin. Tout redevenait à peu près normal quand soudain, Anthony cria une voix d'homme. La jeune fille qui avait reconnu la voix qui hurlait son prénom se dépêcha de reprendre son petit frère dans les bras et d'entrer en courant dans la petite cabane dont elle ferma soigneusement la porte, la verrouillant de l'intérieur à l'aide de trois targettes. Que pouvait-il encore vouloir? C'est à peine si Anthony s'était promené du côté du village depuis le départ de Fritz, alors que pouvait-elle avoir fait ou dit? Anthony, c'est toi? Demanda Erika que le bruit des tagettes avait réveillé. Oui, c'est nous, grand-mère. Que se passe-t-il, Anthony? Pourquoi verrouilles-tu la porte? Quelle heure est-il donc? La vieille femme avait décidément cette manie de poser plusieurs questions à la fois. C'est grand-père qui arrive. Nous ne lui avons pourtant rien fait ces derniers temps. Oh Seigneur, s'exclama Erika sur le canot en se redressant. Il est armé? Que s'est-il passé? Il est là? Anthony n'eut pas le temps de répondre aux questions de sa grand-mère que déjà Léon Viaspo martelait la porte. Anthony, cria-t-il, Anthony, Erika, ouvrez-moi cette porte. Il était donc vivant? C'était la première fois depuis longtemps que le vieil homme sortait de chez lui. Comment pouvait-il savoir où trouver sa femme et ses petits-enfants? Dans la cabane, personne ne pensait à se poser des questions. Tous étaient grandement effrayés. Sur le canot gonflable, Erika récitait une prière, elle qui ne décelait pourtant ni agressivité ni méchanceté dans la voix de son mari qu'elle connaissait parfaitement. Dans le coin opposé au canot, Anthony serrait très fort dans ses bras son petit frère qui restait étrangement calme. « Anthony, ouvre-moi la porte, mon petit, » continua Léon. « Je t'en prie, ouvre. J'ai une surprise pour toi. Eureka, je sais que tu es là. Ouvre, s'il te plaît. » « Ouvre la porte, Anthony, » ordonna doucement Erika. « Non, grand-mère, c'est peut-être une ruse. Anthony et Erika, je vous en supplie, ouvrez. Il n'avait pas appelé Fritz jusqu'ici. Savait-il donc qu'il était parti? » « Anthony, je ne vous veux aucun mal. Je ne suis même pas armée. Tu peux me croire, je t'en prie, ouvre. Vas-y, Anthony, » ordonna de nouveau Eureka. D'un pas lent et hésitant, Anthony marcha jusqu'à la porte. Elle défit les tagettes l'une après l'autre et ouvrit la porte. Léon Viaspo entra aussitôt brandissant un journal. « Nous sommes riches, Anthony, » clama l'homme. « Nous sommes riches. Tiens, chérie, lis. Jacques Biva est mort hier matin dans sa propre clinique et vous héritez de tous ses biens. » Il lisait donc les journaux. Anthony remarqua en prenant le journal qu'il était vieux de 2 semaines. Certainement le temps nécessaire pour son acheminement jusqu'au petit village. Cela faisait donc un peu plus de 2 semaines que M. Biva avait rendu l'âme. L'homme avait fait appeler une multitude de journalistes dans sa chambre d'hôpital peu avant sa dernière heure. Je ne saurais quitter ce monde sans faire savoir à l'opinion publique combien je regrette le mal que j'ai fait à ma famille et à mes enfants, leur dit-il. Anthony Biva, Fritz Biva et Ludovic Biva sont les seuls enfants que j'ai eus dans ma vie. Je voudrais qu'ils sachent que mes dernières pensées sont pour eux. Dites-leur que je les aime profondément et que je leur demande 1000 fois pardon. Anthony laissa échapper des larmes en parcourant les lignes du journal. Elle voyait clairement sur les photos que Jacques Biva avait versé des larmes de sincérité en faisant ses révélations. Sur le canot, la vieille Erika pleurait aussi, même pour d'autres raisons. Elle se rendait compte que son mari était un monstre cupide et bassement intéressé. Il n'avait pas donné signe de vie depuis plusieurs mois et voilà qu'il se montrait maintenant plein d'attention, de douceur et de gentillesse. C'était uniquement dans le but de profiter de l'héritage de ses petits-enfants qu'il avait pourtant toujours rejeté et cette seule pensée torturait la pauvre Erika. « Nous sommes riches » avait-il crié. Erika ne cessait de se demander ce qu'il pouvait bien entendre par ce nom. C'était la première fois qu'Anthony voyait son grand-père de si près, mais elle n'avait pas le temps d'y penser. « Que t'est-il arrivé, Erika ?» demanda Léon en s'approchant doucement de sa femme. « Chérie, tes yeux, que s'est-il passé ?» En fait, une chose qu'il ignorait. Erika ne put prononcer un mot tellement elle pleurait. « Ce n'est rien, chérie, » continua Léon. « Maintenant que nous avons beaucoup d'argent, tu iras chez tous les spécialistes du monde s'il le faut. » Léon Viaspo se releva ensuite et rejoignit Anthony, qui continuait de lire le journal à la porte.
Nous devons nous rendre à Berryville le plus tôt possible pour que vous entriez en possession de vos biens, Anthony proposa-t-il. Je t'aiderai volontiers dans la gérance et dans les multiples démarches, mon petit. Tu peux compter sur moi. Anthony leva sur son grand-père des yeux pleins de larmes. Je n'irai pas à Berryville, répondit-elle. Je ne ferai aucune démarche parce que cet héritage ne m'intéresse nullement. Tu ne parles pas sérieusement, s'étonna Léon. C'est une sacrée fortune que tu refuses là. Anthony chéri, réfléchis bien avant de prendre une décision de cet ordre. Conseil de grand-père. C'est tout réfléchi. Je ne veux pas de cet héritage, mais enfin, pourquoi? Il est à toi, insista le vieil homme. Pense à ta grand-mère. Il faut soigner ses yeux. Il faut que tu ailles à l'école. Il faut préparer l'avenir du petit Ludovic. Tu as besoin d'argent pour tout cela, de beaucoup d'argent, ma chérie. Il poussa un petit rire. Pour commencer, vous allez quitter cette cabane ridicule et vous installer dans la grande maison sur le champ. C'est un ordre. Nous n'irons nulle part, Léon, intervint enfin Erika. Nous n'irons ni chez toi, ni à Berryville. Nous sommes ici chez nous et nous y resterons. Maintenant, va-t'en et ne reviens jamais par ici. Sois raisonnable, Erika. Plusieurs milliards de francs sont en jeu dans cette affaire. Vous ne pouvez pas tout refuser comme ça. Anthony, réfléchis un peu, bon sang. Tu as entendu, grand-mère, alors va-t'en. Va-t'en, lui ordonna Anthony. Léon regarda la jeune fille droit dans les yeux un petit moment dans l'espoir de l'intimider, puis il lui arracha son journal et gagna la porte. Anthony se sentit soudain triste. Elle venait de se rendre compte qu'en dépit de tous les maux qui minaient la famille Biva, elle avait beaucoup d'admiration et d'affection pour Jacques Biva. Sa disparition la touchait au plus haut point. La jeune Biva marcha lentement jusqu'au coin de la pièce, fouilla sous certains bagages et sortit une enveloppe. De l'enveloppe, elle tira la mini-cassette que le vieux Biva lui avait remise à l'hôpital à Berryville. « Qu'est-ce que c'est, Anthony? Que cherches-tu dans les affaires de César? » « Rien, grand-mère, répondit la fille en regardant le petit objet entre ses doigts, les yeux pleins de larmes. Rien du tout. Ne sois pas triste, Anthony, reprit Erika qui entendait renifler sa petite fille. La vie est ainsi faite, ne sois pas triste. Dans la forêt, les coups de feu s'étaient multipliés. Les chasseurs, ces riches hommes d'affaires dont le plus jeune avait déjà dépassé la quarantaine, avaient avancé en petit groupe à travers arbres, herbes et buissons, brandissant leurs fusils. L'un d'eux s'arrêta soudain. Il venait d'apercevoir à une cinquantaine de mètres d'eux un buisson assez touffu qui remuait. Il fallait tirer vite avant que la bête n'en sorte et ne prenne la fuite. Là, cria l'homme en montrant l'endroit du canot de son fusil. Lui-même et ses deux autres chasseurs de son groupe tiraient aussitôt sur le fourré qui cessa de bouger. Bien joué, les amis, lança un chasseur d'un autre groupe non loin. L'un des trois hommes courut vers le buisson et fut effroyablement surpris devant ce qu'il vit. Oh, grand Dieu, non, fit-il. Théodore, Bernard, venez vite. Les chasseurs se précipitèrent vers leur ami, d'où Jésus, s'exclama Bernard. Oh mon Dieu, fit Théodore. Depuis qu'elle avait quitté Berryville, Anthony n'avait jamais touché à la photo de Jacques Biva qu'elle avait pourtant toujours gardée dans son portefeuille, mais aujourd'hui, les choses étaient différentes. Cette petite photo était le seul souvenir qu'elle avait de son ex-beau-père et elle n'arrivait pas à en détacher les yeux. C'est vrai que Ludovic lui ressemble beaucoup, pensa-t-elle. Ludovic, où était-il encore passé? Ludovic, appela Anthony. Il n'est pas avec toi? Non, grand-mère. Il est encore dehors. Dépêche-toi de le rattraper, Anthony. La forêt est pleine de chasseurs. Pourvu qu'il ne soit pas allé vers la rivière, lança Anthony en quittant la petite cabane. Elle le disait sans conviction car elle savait pertinemment que la rivière était pratiquement inaccessible pour un bébé comme Ludovic. Le petit sentier qui y menait était plein d'obstacles et il ne l'empruntait jamais. Les traces de pas encore fraîchement dessinées dans la boue que la jeune Anthony suivait maintenant allaient effectivement dans le sens opposé à la rivière. « Ludovic !» criait Anthony. « Ludovic, où es-tu encore toi? Ludovic, attends que je te retrouve, tu vas voir. Tu es âgé, Ludovic. Cette fois, je te prends le ballon pour de bon. » Anthony avait suivi les traces des pas jusqu'à un niveau où l'herbe se faisait plus haute et les rendait presque invisibles. « Ludovic !» cria-t-elle de nouveau en regardant partout. « Où es-tu, Ludovic ?» Ludovic était allé trop loin cette fois.
Sans s'en rendre compte, Anthony s'était enfoncé dans les profondeurs de la forêt. « Ludovic, il est ici, répondit une voix d'homme. Anthony suivit la voix et déboucha dans une clairière où les chasseurs étaient maintenant tous réunis devant un buisson. Ils étaient une bonne vingtaine au moins. Par ici, mademoiselle, ajouta doucement l'un d'eux. Anthony aperçut près du fourré à moitié caché par les chasseurs le survêtement rouge et vert qu'elle avait offert à son frère et franchit en courant les quelques mètres qui la séparaient encore du buisson. Le spectacle fut horrible et la pauvre Anthony tomba sur les genoux de tout son poids. « Oh Seigneur, non, murmura-t-elle, Ludovic !» Le petit Ludovic gisait là, ses vêtements de sport tachés. Il était couché sur le ventre immobile, baignant dans son propre sang, la main droite tendue vers son ballon à peine visible à l'intérieur du buisson. « Nous étions de l'autre côté, mademoiselle, expliqua un chasseur. Nous avons vu bouger le feuillage et nous avons pensé que c'était une bête. Nous ne pouvions savoir vraiment, ajouta un autre chasseur. C'est un accident. Anthony n'en revenait pas. Un accident de chasse venait de tuer Ludovic. Lui qui ne connaissait encore rien à la vie. Lui, cet innocent petit garçon. Des larmes échappaient silencieusement à Anthony, toujours à genoux devant le corps de son frère, le seul qui lui restait. De nouveau, elle maudissait le Seigneur. « Pourquoi tous ces malheurs en même temps ?» se demanda-t-elle. « Pourquoi moi ?» C'était votre fils, mademoiselle, votre frère peut-être? C'était. On parlait déjà de Ludovic au passé. Comment la vie pouvait-elle être aussi cruelle? Il était si petit, pensa Anthony. Ses larmes coulaient maintenant abondamment, mais elle ne disait toujours rien. Nous sommes vraiment désolés, mademoiselle, confia le plus âgé des chasseurs. Y a-t-il quelqu'un d'autre que nous pourrions prévenir? Anthony se leva soudain et se mit à courir à toute vitesse, droit devant elle, s'enfonçant de plus en plus dans la dangereuse forêt, sans trop savoir où elle allait. Aucun des hommes ne pensa à la rattraper. Était-il encore en état de réfléchir? Elle courait toujours et ne s'arrêta que devant un ravin profond de plusieurs dizaines de mètres. Tout au fond coulait une rivière dont les eaux contournaient ou recouvraient les nombreux rochers. Anthony n'avait qu'une idée, se jeter dans le vide et s'écraser sur les rochers en bas. Elle en avait assez de la vie. « Pardonne-moi, grande-mère, murmura-t-elle en pleurant. Je t'aime très fort, mais je refuse de vivre plus longtemps une vie aussi cruelle. » Le prix de la vie devenait un peu trop élevé pour la jeune fille. Elle avait payé toutes les erreurs de jeunesse de sa mère, l'une après l'autre. Pourquoi chaque bivouac les avait-il régnés? Pourquoi Fritz était-il parti? Pourquoi ses frères ne l'étaient-ils qu'à demi? Pourquoi était-elle abandonnée dans cette forêt? Anthony ne trouva qu'une seule et même réponse à cette question. À toutes ces questions. Les erreurs de maman, murmura-t-elle. J'en ai assez de payer pour des erreurs de maman. Quelqu'un d'autre s'en occupera bien si je ne suis plus là. Elles sont trop nombreuses, les erreurs de maman. Je ne peux pas continuer à les payer toute seule. Adieu, grand-mère. Adieu, Fritz, pensa la jeune fille, en avançant un peu plus, plaçant le bout de ses sandales au bord du ravin. Je vous aime très fort, mais je dois vous quitter. Anthony ferma doucement ses yeux pleins de larmes. C'était le moment. Anthony, non, cria soudain une voix d'homme derrière la jeune fille. Ne fais pas cela, Anthony, je t'en supplie. Va-t'en, Serge. Il n'y a plus rien à faire ici. Serge Gotha avait passé plus d'une semaine à chercher la petite famille. Il serait arrivé quelques minutes plus tôt que sa présence aurait été un réel réconfort pour Anthony. À présent, il était trop tard. Reste où tu es, Serge. Ne t'approche surtout pas. Chérie, je t'en supplie, ne reste pas là. Viens par ici, nous allons discuter un peu. Non, Serge, de quoi allons-nous parler? De qui? Anthony approche et on trouvera bien un sujet. S'il te plaît, viens. Serge restait bien à l'écart. Il n'osait pas s'approcher de la jeune fille, de peur d'occasionner un mouvement brusque. Maman et papa sont morts, Serge. Oui, je le sais, chérie. Tous les journaux de Berryville en parlent. Ludovic est mort aussi. Je sais, j'ai vu les chasseurs. Grand-mère est aveugle. Cela aussi, je le sais, Anthony, je l'ai vu. Fritz est parti. Combien de temps lui fallait-il donc pour vider sa réserve de malheur? Aux îles Pifritos, oui, ta grand-mère me l'a annoncé.
Serge ne savait trop quel mot utiliser pour apaiser la jeune fille au bord du profond ravin. Tu vois, il ne reste plus personne. De qui allons-nous donc parler? C'est faux, Anthony. Il y a toi et moi. Et qui s'occupera de ta grand-mère si tu n'es plus là? La pauvre, elle a perdu ses yeux, l'aurais-tu oublié? Il y a aussi Fritz, ton frère. Il est bien vivant, lui. As-tu pensé à lui? Que deviendra-t-il s'il apprenait que tous ses frères sont morts le même jour? Anthony sembla réfléchir et Serge en fut rassuré. Il était sur la bonne voie. Il venait de toucher un point sensible et il ne le lâcherait plus. Pense à Fritz, Anthony, incita-t-il. Mets-toi à sa place une petite seconde. Ne lui fais pas cela, Anthony. La vie l'a déjà assez puni, alors n'en rajoute pas, s'il te plaît. Il en mourrait lui aussi. Est-ce là ce que tu souhaites? Souhaites-tu tuer ton frère? Je ne le pense pas. Anthony se ressaisissait à vue d'œil. Elle réfléchissait tout en pleurant à ce que disait le journaliste. Non, pour rien au monde, elle ne voudrait la mort de Fritz. Pour rien au monde, elle n'abandonnerait sa grand-mère dans son état. Allez, viens Anthony, proposa le journaliste en tendant une main. Je suis là maintenant, tout ira bien, tu verras. Viens là, s'il te plaît. Anthony se retourna et fit de petits pas hésitants vers le journaliste. C'est bien ma chérie, ajouta Serge en ouvrant les bras. Viens vers moi, viens Anthony. La jeune fille se réfugia dans les bras de Serge Gothard et se coula en pleurs sur son épaule. C'est fini chérie, je suis là maintenant, tout ira bien. Bonjour, c'est moi Anthony, je ne sais pas si je devrais dire ta fille ou une admiratrice. Je ne sais pas si j'ai encore le droit de t'appeler papa ou si je dois dire monsieur Bivard comme tout le monde. Assise au beau milieu du salon de la nouvelle villa de Serge Gothard à Berryville, Anthony écoutait religieusement la bande que lui avait laissée Jacques Bivard. Elle reconnaissait les paroles qu'elle avait elle-même dites un peu avant de quitter Berryville et elle pleurait abondamment en les écoutant. Je ne sais pas si je peux continuer à te tutoyer. Je ne sais même pas si j'ai eu raison de t'appeler. Je sais juste que je voulais entendre ta voix une dernière fois, même si c'était pour me traiter d'étrangère. Anthony leva les yeux et vit Serge qui s'était appuyé sur la porte. Elle ne l'avait pas entendu entrer. Depuis quand était-il là? Depuis quand écoutait-il? Elle ne pouvait le savoir. Je savais très bien que tu n'étais pas mon vrai père, mais je t'ai toujours trouvé parfait à un point tel que je ne regrettais pas de n'avoir pas connu l'autre, mais plutôt de ne t'avoir pas connu plus tôt. Je sais exactement ce qui s'est passé. Je sais que tu as parfaitement raison dans toute l'histoire et je comprends tout à fait ta réaction. Ne regrette rien, papa. Tu n'as rien à te reprocher. Sache que je ne t'en veux pas du tout. J'aurais peut-être été pire à ta place. D'ailleurs, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi pendant toutes ces années et aussi pour m'avoir permis d'apprendre que la vie ne pouvait comporter plusieurs facettes. Anthony s'aperçut en regardant Serge qu'il pleurait à chaudes larmes. Il n'en revenait pas que la jeune Anthony ait pu dire des choses aussi profondes. Nous quittons la ville dans quelques instants et pour très longtemps, j'espère. Dans quelques heures, nous serons très loin d'ici et tu n'entendras plus jamais parler de nous. C'est pourquoi je voudrais te parler une dernière fois pour te faire comprendre à quel point je t'aime. Voilà, je craque, je t'aime très fort, papa. Tu vas beaucoup me manquer. Adieu, papa, adieu. Anthony allait arrêter la cassette quand elle se rendit compte qu'il y avait une suite. Anthony, Fritz, Ludovic, disait Jacques Bivard. Je me doutais un peu de l'accueil que vous me réserverez. C'est pourquoi j'ai prévu cette bande et je vous remercie beaucoup de l'écouter. Cela me fait vraiment plaisir. Ce que j'ai à vous dire est très important et je tâcherai d'être bref. Il a toujours régné une parfaite harmonie dans notre famille et je reconnais avoir tout brisé moi-même. Je le regrette amèrement, soyez-en certains. Il arrive à tout le monde de commettre des erreurs, je voudrais que vous ne perdiez jamais cela de vue. Sachez aussi que je ne cesserai jamais de vous aimer, jamais. Vous êtes et vous serez toujours les personnes les plus chères que j'ai au monde et je vous aime profondément. J'aimerais terminer en vous suppliant de me pardonner mes enfants. Pardonnez-moi, je serai toujours prêt à tout réparer si vous me donnez une chance, une toute petite chance. Venez à moi quand vous voudrez,
Les enfants, je vous en supplie, donnez-moi une dernière chance. Votre père qui vous aime très fort. Anthony se leva et courut se blottir dans les bras de Serge qui dut laisser tomber son sac. Ils pleuraient de nouveau tous les deux. N'y pense plus, Anthony, murmura Serge. C'est du passé maintenant. Triste passé, même passé quand même. Nous allons commencer une nouvelle vie tous les deux, alors ne pensons plus au passé. Serge était effectivement porteur de bonnes nouvelles. Il venait enfin de signer tous les papiers nécessaires pour son projet. Les démarches étaient terminées. Tout était prêt. À partir du mois prochain, il fonderait son propre journal et y travaillerait en étroite collaboration avec Anthony, sa collègue. La vie leur souriait à nouveau. Erika s'était réinstallée chez son mari beaucoup plus parce qu'elle n'avait pas le choix et que parce qu'elle s'était laissée convaincre. Elle rendit l'âme à son tour quelques mois plus tard et son mari Léon Viaspo quitta le village. Personne ne sut jamais ce qu'il était devenu. Ludovic fut enterré près de sa mère au cimetière du village. Anthony et Fritz ne se retrouvaient que 14 ans après leur séparation. Fritz Idriss était alors un dentiste de grande expérience et très connu, adoré, et Anthony Gotha, Serge l'avait finalement adopté, une journaliste de renom à Berryville, formée par l'un des meilleurs dans le métier, son père adoptif, Serge Gotha. Ni l'un ni l'autre ne touchait jamais à aucun bien passé, à aucun bien laissé par Jacques Bivard, et aucun d'eux ne chercha jamais à savoir ce qu'était devenu l'héritage. Ainsi s'achève notre roman Les horreurs de maman. Que pouvons-nous retenir de ce roman? Nous avons vu que Daniel Viaspo avait commis pas mal d'erreurs. Elle avait osé accuser son propre père d'abus, alors que cela était faux. Elle avait fait un faux témoignage. Son père s'est retrouvé 12 ans en prison avant qu'elle ne revienne sur sa décision. Et c'est comme ça que son père a gardé une haine féroce contre elle. Elle avait eu un temps un enfant de son premier amour, celui que son père ne voulait pas voir avec elle. Mais cet homme lui a tourné le dos et est parti du jour au lendemain. Elle s'est retrouvée avec une fille, Anthony, sous les bras. Ensuite, elle a eu un autre amant, Manuel Idriss, avec qui elle a eu un enfant, enfin. Elle a dû le quitter à 7 mois de grossesse parce que la mère de Manuel ne la supportait pas. Elle ne voulait pas d'une belle fille qui avait déjà un enfant. Elle a roulé sa poste jusqu'à tomber sur le vieil Jacques Bivard qui l'a pris pour femme et avec qui elle a eu le 3e enfant. Et ensuite, quelle erreur elle va commettre encore? Elle allait tromper son mari dans la propre maison de ce dernier. Et ce dernier l'a surpris, elle et son amant, en plein ébat sexuel. Il l'a chassé, il l'a mis dehors et il a régné les enfants qu'il avait pris sous la main. Il avait fait fort car il pouvait même s'énerver mais revenir sur sa parole et répondre des enfants qui sont pourtant innocents. Mais il a fait fi de tout cela, il les a régnés publiquement. Elle s'est retrouvée au village, mais ne pouvant pas rester avec son père qui ne voulait pas d'elle, elle s'est retrouvée dans une cabane, la cabane que son frère aîné avait construite auparavant et qui était mort. Elle s'est retrouvée là avec sa mère, ses enfants vivant dans cette cabane-là, en plein milieu de la forêt. Ensuite, elle est décédée à l'âge de 36 ans. Et oui, 36 ans seulement, des suites d'une tumeur. On peut dire que c'est le karma. Car avec tous ces erreurs, il fallait que cela arrive. Que pouvons-nous retenir? Lorsque nous avons des parents qui sont contre l'amour que nous pensons connaître, lorsque nous rencontrons quelqu'un que nos parents ne sont pas d'accord, mieux vaut s'abstenir et ne pas s'engager. Car il y a toujours quelque chose qui viendra. Quel que soit le temps que ça prendra, il y aura toujours malheur en chemin. Et c'est ce qu'elle a connu avec son premier amour, pour qui elle avait d'ailleurs accusé son père d'abus sexuels. Elle est morte dans la fleur de l'âge, laissant 3 enfants. Mais heureusement que le père de Fritzou, son 2e enfant, était venu le récupérer, mais il n'a pas voulu prendre sa première fille Anthony et son dernier qu'elle avait eu de Jacques. Ces deux sont restés et par la suite, son dernier enfant Ludovic est mort des suites d'une balle des chasseurs dans la forêt. Et Anthony, par la grâce de Dieu, a été secouru par l'ami de sa mère, le journaliste qui l'avait secouru lorsque elle s'était retrouvée sans rien du jour au lendemain et qui l'a même adoptée et grâce à qui elle n'a pas pu se donner la mort.
C'est un roman plein de tristesse, un roman qui nous montre que dans la vie, il peut y avoir des hauts et des bas. Un roman qui nous dit que même lorsque nous vivons dans l'opulence, il faut toujours respecter les uns et les autres, respecter ceux qui sont autour de nous, ne pas mépriser des gens, ne pas se dire qu'ils sont des pauvres gens, car nul ne sait. Du jour au lendemain, on peut se retrouver plus bas que la terre, c'est-à-dire on peut se retrouver sans rien. Car voici une famille qui vivait dans l'opulence avec chauffeur, voiture à bord, qui s'est retrouvée du jour au lendemain dans la forêt, qui vivait même de la chasse, qui ont même appris à vivre, à manger de ce qu'ils pouvaient avoir sur la main du jour au lendemain. Et vous voyez comment la vie est. La vie, quand nous vivons là, nous ne devons pas être imbus de nous-mêmes, nous devons plutôt être humbles, remercier le Seigneur de ce que nous avons. Nous devons toujours être reconnaissants pour ce que nous avons, car du jour au lendemain, on peut descendre, c'est-à-dire quitter de la richesse et tomber dans la pauvreté, une pauvreté tellement pénible, une pauvreté vraiment pas possible. Et je pense que c'est une leçon dans la vie. C'est une leçon pour nous dire que lorsque nous gagnons un peu, lorsque nous montons, c'est-à-dire lorsque nous avons un certain pouvoir, il ne faut jamais oublier d'où on vient et il ne faut jamais mépriser nos semblables. Il faut toujours respecter, être humble, toujours remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. C'est une leçon de la vie. Il faut aussi savoir que lorsqu'on décide de se marier, le mariage, c'est un amour entre deux êtres qui se rencontrent et qui décident de vivre ensemble. Lorsqu'on se marie, il faut être fidèle à son conjoint. Si on trouve qu'il n'y a plus d'amour, si on trouve que le sexe ne nous satisfait plus, mieux vaut prendre ses responsabilités et divorcer. C'est là encore mieux. Surtout lorsqu'on sait que on doit notre vie à celui avec qui on est. Lorsqu'on sait que c'est lui qui est tout pour nous, c'est lui qui nous donne tout ce que nous avons et que nous ne faisons rien pour subvenir à nos propres besoins. Nous avons vu aussi que les deux enfants, par la grâce de Dieu, ont réussi, se sont réunis 14 ans plus tard. Quel roman plein de tristesse. C'est un roman qu'on ne peut lire sans couler des larmes et je pense que vous avez dû voir qu'à des moments de lecture, j'avais comme ma voix tressaillait, c'est-à-dire que j'étais vraiment en larmes, en pleurs. C'est un roman qui nous donne beaucoup de conseils, c'est un roman qui nous apprend que la vie est faite de haut et de bas. C'est un roman qui nous dit que la vie ne peut pas être comme une ligne droite. Elle est plutôt faite de zigzags. C'est un roman qui nous dit qu'il faut croire en Dieu, qu'il faut prier, qu'il faut vivre une vie honnête, une vie juste et qu'il ne faut pas faire du mal à son prochain, qu'il faut mieux se comporter avec ses parents, qu'il faut respecter ses parents et qu'il faut rester fidèle dans la vie. Et lorsqu'on trouve qu'il n'y a plus d'amour, mieux vaut claquer la porte et demander le divorce. Et vous, qu'avez-vous retenu de ce roman? Êtes-vous aussi sur la même lancée que moi? J'aimerais bien le savoir. Sur ce, je vous dis bye avec un autre roman et cette fois, j'espère, un roman plein de joie. Bye!